Donc, je crois qu'on passe, pour terminer, à la table ronde de l'après-midi, qui va plutôt être orientée au niveau des défis technologiques et des verrous scientifiques qui sont encore là à lever. On a vu ce matin qu'il y en a beaucoup d'un point de vue applicatif. On va aussi traiter les verrous scientifiques au niveau de la filière semi-conducteur elle-même. Il a été mentionné dans les roadmaps ce matin et cet après-midi. Merci beaucoup, au revoir. Il y a encore des travaux à faire sur les futures générations de composants parce que les filières vont monter en maturité et il faudra également de nouveaux composants. Donc, je pense que c'est Marc Plissonnier qui va prendre la main et inviter les uns après les autres les intervenants de cet après-midi. Je te laisse la parole, Marc. Oui, bonjour à tous. Donc, Marc Plissonnier du CEA au département système. Donc, je vous remercie à tous. Et effectivement, comme tu le disais, je pense que toutes les discussions qui ont eu lieu ont ouvert beaucoup de sujets d'intérêt pour tout ce qui est verrou scientifique et verrou technologique au niveau des composants, des technologies du composant, comment cela peut évoluer et la fiabilité associée. On peut y ajouter aussi la montée en fréquence. Vous avez vu des problématiques de MI donc qui peuvent être abordées. Il y a encore pas mal de verrous scientifiques autour de ça. Nous avons abordé à l'instant les aspects packaging. On parle d'embedded die. Donc, c'est des choses qui seront abordées. Et puis, ça a été mentionné ce matin, je pense que c'est très important, c'est qu'on voit cette transition qui est assez importante au niveau du GaN. Et puis, par contre, on n'a pas forcément les outils pour introduire cette rupture dans nos topologies. Donc, il y a aussi des aspects, nouveaux outils qu'il faut mettre en place et qui sont très importants. Donc, l'ensemble des intervenants vont aborder du point de vue scientifique et technologique ces aspects-là, et j'espère que vous allez leur donner le meilleur accueil et plein de questions. Donc, il y a Véronique Souza, qui est chef du laboratoire composants de puissance, GaN, qui peut nous rejoindre, hein, il n'y a pas de souci, qui vous parlera des technologies des composants. Honneur à Véronique. Et puis, donc, David, chercheur au CNRS LAS, qui nous parlera aussi, fiabilité. Sébastien Ouivet, directeur technique du groupe Elvia, qui nous parlera de tout ce qui est embedded die. Et je pense que c'est un sujet qui vient d'être mentionné, j'en rajoute pas plus. Jean-Luc Channen, professeur au G2E Lab, chef de groupe du groupe électronique de puissance au G2E Lab, qui vous parlera encore un sujet très important, tout ce qui est EMI. Et puis, nous parlerons de ces fameux nouveaux outils qu'il faut mettre en place avec Pascal Boccato, qui, j'espère, pourra vous éclairer sur ces nouveaux outils. Donc, on va commencer peut-être avec David. Ouais, je vous propose de vous installer. Donc, je vous propose de commencer avec le device. Et Véronique, je te laisse te présenter et puis vous parler un petit peu du device. Bonjour, donc moi je suis Véronique Souza du CEA Grenoble, responsable du laboratoire des composants de puissance à semi-conducteurs. Et je vais vous présenter les challenges qui nous attendent au niveau de ces composants pour les prochaines générations de composants. Alors juste une petite transition avec la présentation d'avant, j'ai été surprise de voir qu'il appelait composant, le monsieur de Renault, là, il appelait composant l'OBC, le convertisseur, etc. Moi les composants c'est vraiment le petit transistor, d'accord? On ne parle pas du même type de composant. Donc en fait, pour savoir où on va dans les composants, Romain Kozicki de notre laboratoire a remarqué que la devise de notre laboratoire et des composants de puissance pourrait être exactement celle des Jeux Olympiques. Donc Situs, Altus, Fortus. Et si on passe au transparent d'après, on va comprendre pourquoi. Donc Situs, Altus, Fortus, ça veut dire plus vite, plus haut, plus fort. Pourquoi on va aller plus vite? Vous l'avez compris, on veut augmenter les fréquences. Augmenter la fréquence de commutation du convertisseur, ça va permettre de diminuer la taille des éléments passifs qu'on met derrière pour filtrer le signal. Ça va permettre de diminuer le coût, d'augmenter la compatibilité. Et donc, c'est pour ça que mon petit transistor de puissance, il faut qu'il switch de plus en plus vite. Pourquoi est-ce qu'on va aller plus haut? Vous avez vu qu'il y a beaucoup d'applications qui demandent, notamment pour le GaN, d'aller plus haut en tension.
Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va aller plus haut. Et pourquoi on va aller plus fort? C'est parce qu'évidemment, vous voulez des convertisseurs qui convertissent toujours plus de puissance. Donc il faut aller plus fort, à la fois en courant et en puissance. Et en fait, c'est parce qu'on veut aller plus vite, plus haut, plus fort, qu'on va utiliser les matériaux grand gap, donc comme le SiC ou le GaN. Vous voyez ici sur cette figure qui vous résume les propriétés des matériaux au niveau du champ électrique de claquage. Donc effectivement, les grands gap sont bien meilleurs que le silicium. Vous voyez que par exemple le SiC, lui, sa propriété très intéressante, c'est qu'il a une très bonne conductivité thermique. C'est pour ça qu'on va l'utiliser pour aller sur des convertisseurs qui switchent très haut, des très fortes puissances. Et puis le GaN, lui, il est très bien adapté justement au topic de marque aujourd'hui, qui est switché plus vite en fréquence. Et ça, c'est vraiment par rapport à ses propriétés électroniques. Quand on parle de GaN, je pense que depuis ce matin, vous avez compris qu'on parle de composants GaN sur silicium et on parle de composants latéraux. Je vous montre ici une coupe du composant dont il est question. Il est latéral parce que les trois contacts source, grille, drain sont dans le plan du wafer silicium. Et on arrive à faire des composants latéraux avec le GaN par la spécificité que quand on fait une hétérojonction AlGaN sur GaN, on a un gaz d'électrons bidimensionnel à l'interface. Et c'est ce gaz d'électrons bidimensionnel qui a une très forte conductivité qui va nous permettre d'avoir une très faible résistance à l'état passant. La difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, naturellement, ce gaz d'électrons bidimensionnel existe. Et donc, pour avoir un normally off, vous avez compris aussi que les gens des systèmes souhaitent préférablement faire des transistors normally off, c'est-à-dire non passants lorsqu'ils ne sont pas alimentés. Eh bien, la difficulté, c'est qu'il faut aller couper ce gaz d'électrons 2D. Donc, la technologie qu'on a développée au LETI avec ST dans le cadre du projet PowerGaN, c'est ce qu'on appelle la technologie MISGate Recess Gate. Donc, on vient faire vraiment, on grave la couche AlGaN jusque dans le gaz d'électrons 2D pour retirer ce gaz d'électrons 2D. Les challenges pour monter en fréquence. En fait, le GaN est très bien adapté aux montées en fréquence parce qu'il a des résistances à l'état passant très faibles. Et le problème quand on monte en fréquence étant l'interaction entre les capacités et les inductances parasites combinées à la résistance à l'état passant. Donc au niveau device, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à monter encore plus haut en fréquence? On va pouvoir travailler au niveau layout, la géométrie du composant, l'architecture du composant. On va devoir travailler aussi au niveau de l'épitaxie et au niveau du process flow. Tout ça pour baisser la résistance à l'état passant et les kappa parasites. Mais on peut travailler aussi au niveau device pour aider le système. C'est pour ça qu'il faut qu'on travaille ensemble. Parce que au niveau système, pour baisser les parasites, il va falloir rapprocher tous les éléments du circuit électronique au plus proche. Et on peut aller jusqu'à les rapprocher sur la même puce et faire de l'intégration monolithique. Donc, sur le slide suivant, il y a toujours un temps de latence. Je vous explique ici de quoi je parle lorsque je parle d'intégration monolithique. En fait, ce qu'on peut arriver à intégrer sur le même wafer, donc le même wafer silicium, c'est différentes fonctions diagnostiques. Quand vous voulez aller mettre des sondes en courant ou des sondes de température à côté de votre transistor, on peut aller co-intégrer différentes fonctions puissance, mettre deux transistors l'un à côté de l'autre, faire un bras de pont monolithique par exemple, ou mettre une diode. On peut mettre des fonctions de protection, des fonctions de contrôle, comme une partie de driver, par exemple. Et là, sur la droite, vous avez dû voir, j'espère tous, le poster à midi qui était présenté par René Escoffier, qui vous montrait des résultats du projet PowerGaN, dans lequel on a démontré la co-intégration d'un capteur de flux de chaleur à côté du transistor de puissance. Il nous reste quand même des challenges, même si on a déjà des résultats sur ce topic-là. Les challenges pour aller faire de la co-intégration monolithique, c'est d'une part, en GaN, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas faire une logique CMOS comme en silicium, parce que globalement, on n'arrive qu'à faire des NMOS. Il nous manque le PMOS, et donc là, il y a des travaux à faire pour arriver à faire ce type de dispositif, donc travailler sur de nouveaux dispositifs. Et puis la difficulté aussi, c'est quand vous voulez co-intégrer plusieurs composants de puissance. Évidemment, quand vous allez leur mettre 600 volts sous les fesses au premier transistor, celui d'à côté, ça va lui faire un petit effet électrostatique et du coup, ça va dégrader ses performances. Et donc, on a un problème quand on fait de la co-intégration de plusieurs composants de puissance, un problème d'isolation de ces dispositifs.
Et donc là, il y a des travaux d'intégration technologique à faire. Je sais pas ce que j'ai après. Voilà. Et donc là, ça va vous permettre d'aller plus vite en fréquence, mais en restant à des tensions. On a entendu ce matin que le GAN était un petit peu limité vers les ranges 650 volts. Ça, c'est parce qu'on est en configuration latérale et que si vous vouliez aller plus haut en puissance, il faudrait encore écarter votre source de votre drain et du coup, ça vous prendrait trop de place. Donc, comment vous pouvez faire en GAN pour aller à des plus hautes puissances et tensions, mais tout en étant à haute fréquence? Et bien, vous passez en configuration verticale, c'est-à-dire dans le même type de dispositif que vous avez en SiC, par exemple. Donc là, je vous ai fait une coupe pour que vous repériez que dans la configuration verticale, on appelle ça verticale parce que vous avez la source du transistor et le drain d'un côté et de l'autre du substrat. Il y a beaucoup de challenges pour arriver à ce type de dispositif qui va vous permettre d'aller plus loin. Les premiers challenges, c'est l'épitaxie, parce qu'il va vous falloir des épitaxies épaisses. En fait, quand on est en latéral, GaN sur silicium, l'épaisseur de l'épitaxie est à peu près limitée à 5 à 10 microns, parce qu'après, au-delà, vous avez une trop grande courbure de votre substrat, trop de contraintes, trop de défauts dans votre couche GaN. Et en vertical, là, il va falloir aller à des couches de l'ordre de 10-20 microns. Donc, il y a des challenges pour arriver à faire ce type d'épitaxie, parce que les substrats GaN bulk n'existent pas encore, et il faut trouver des substrats adaptés à des épitaxies épaisses. L'autre challenge sur lequel il y a des développements à faire, c'est parce que comme il y avait moins d'épitaxie, il y a eu moins de travaux sur les dispositifs, et il y a des travaux sur l'architecture du dispositif GaN vertical pour aller bénéficier de toutes les performances du matériau. Et on réfléchit déjà à la suite pour aller encore au-delà. Il y a d'autres matériaux. Alors là, on passe des wide band gap aux ultra wide band gap. Il y a des matériaux qui ont des gaps électroniques et donc des tensions de claquage qui sont encore plus élevées, qui sont par exemple le Ga2O3, le diamant. Je vais peut-être juste parler du diamant parce que c'est le Graal, c'est le matériau ultime. Quand on regarde ses propriétés physiques, il a toutes les meilleures performances. Par contre, la difficulté, c'est vous voyez ici, on n'a pas la disponibilité des substrats et notamment en grande taille. Donc, sur ces matériaux vraiment très émergents, la première difficulté à adresser va être la fabrication de substrats à grande taille et avec peu de défauts. Et sur le dernier slide, je pense que je résume mes messages, c'est que le GaN est bien adapté pour les hautes fréquences grâce à ses propriétés électroniques et notamment parce qu'on peut en faire de l'intégration monolithique. Seulement, bien sûr, on a encore certains verrous technologiques à régler, notamment le PMOS en GaN et l'isolation de composants voisins. Pour aller encore plus haut, il faut passer en configuration verticale, avec là un gros challenge technologique sur l'épitaxie du GaN épais de bonne qualité. Et pour finir, les perspectives plus lointaines, notamment le diamant, avec aussi un travail sur le matériau de base. Voilà Marc, je te rends le micro. Merci Véronique. Je crois que c'est David, je laisse la parole à David, qui va nous parler fiabilité. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, je suis David Trémouille, je suis chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Le LAS à Toulouse, où on s'est doté très récemment d'une plateforme qu'on est en train de construire qui s'appelle Proof, qui a le but d'étudier les mécanismes de fiabilité alors dans la puce semi-conductrice en GaN ainsi qu'à diamant en grand gap. À la fois sur les applications RF, c'est le premier O avec des réseaux, enfin, l'interconnexion, et le deuxième O avec la puissance qui nous intéresse aujourd'hui. La fiabilité, donc au niveau puce, pour l'illustrer, pour voir un peu comment ça se positionne tout ça, j'ai repris la fameuse courbe en Benoît que beaucoup d'entre vous vont déjà voir, qui définit le taux de panne en fonction du temps. Donc sur les puces GaN, il y a d'abord une chute de ce taux de panne qui est liée au fait que les technologies ne sont pas parfaites, il y a des défauts à l'intérieur des substrats. Et ça, on va le contrôler par la maîtrise technologique, c'est les fondeurs qui vont le maîtriser, qui vont éventuellement trier les composants, qui fait qu'en application, on n'aura plus ces problèmes-là. Donc ça, c'est un problème de fondeur, on va dire, quoique ça peut venir des applications, donc attention. Après, il y aura une deuxième phase, qui est la vie dans l'application du composant, où là, son taux de panne il va être défini à la fois par sa robustesse et par l'environnement dans lequel il est, qui est plus ou moins agressif.
où il va être soumis à plus ou moins de décharge électrostatique, de surtension, de surcourant. Enfin, la dernière phase qui est l'usure du composant. On ne peut pas demander à un matériau de survivre éternellement. Ça va être une fiabilité intrinsèque qu'on va quand même pouvoir contrôler par la conception, en choisissant des dimensions, des matériaux qui vont permettre de réduire les champs, les températures, et d'assurer une durée de vie du composant par rapport à l'application qu'on vise. Alors les grains gap et le GaN, on peut le dire exceptionnel comme performance. On n'est pas arrivé au bout, mais on a déjà des performances exceptionnelles. Ça a un prix, évidemment. On a des pertes extrêmement réduites, ça on l'a vu, grâce à des vitesses de commutation qui sont très élevées. Ils sont 10 fois. Alors ça permet de monter en fréquence. La montée en fréquence, ça peut poser des problèmes sur les passifs, sur les matériaux passifs autour. Mais rien que la commutation, sans parler même de fréquence, cette commutation très rapide, ça nous oblige à avoir des inductances parasites en particulier, qui sont dans des proportions de 10 fois, 100 fois inférieures à celles qu'on a sur le silicium. Ça veut dire nouveau packaging. Sinon, on risque d'avoir des surtensions, des oscillations. L'application ne marchera pas du tout, même sans être haute fréquence. Évidemment, ça peut réduire la fiabilité, parce qu'une surtension, sur le composant lui-même, ça peut le casser. Sur les passifs qu'il y a autour, ça peut aussi créer des problèmes. Cette vitesse de commutation accrue, on l'a obtenue grâce à des hautes densités d'intégration. Ce sont des puces petites, on l'a déjà dit. Hein. Ça aussi, ça a un prix à payer. C'est des puces petites, c'est des couches très fines. On se rend compte que les tensions de commande auxquelles on doit commander ces composants sont beaucoup plus réduites que celles de silicium. Si on les dépasse, ça casse. Et le fait qu'on ait de toutes petites puces, par rapport aux conditions extrêmes, aux surcharges électriques, aux charges électrostatiques, aux surtensions, on est plus sensible aussi. On a moins de volume pour dissiper les énergies perturbatrices, on va dire. Il y a un autre problème lié à la fiabilité, on va voir comment, c'est tout ce qui est problème d'instabilité dynamique. J'entends par là le fait que les tensions de seuil, de mise en conduction, la résistance des composants, ce n'est pas une valeur. C'est quelque chose qui est dans une fourchette. Ça fluctue, ça dépend de ce qui s'est passé dans le composant juste avant. Ça dépend de son historique. Donc si ça, on ne le prend pas en compte, on va se retrouver avec une mesure de VTH qui va être comprise entre deux valeurs un peu floues. Ce n'est pas un problème pour les performances. Vous pouvez prendre des composants GaN, ils marchent très bien, ils ont des accélérons, des performances exceptionnelles. On a fait des convertisseurs de très grand rendement, très performants, très compacts. Ce n'est pas ça le problème. Le principal problème, c'est dans le suivi du vieillissement, qu'on va le voir. Puisqu'on a quelque chose de flou à mesurer, on ne va pas pouvoir faire la part des choses entre ce qui est vieillissement et ce qui est fonctionnement normal. Alors, on l'a contourné dans le projet Secret avec l'IRT, dans le projet porté par l'IRT Saint-Exupéry, par des méthodes de préconditionnement. C'est-à-dire que le composant, on va lui faire voir un profil de tension juste avant de faire la mesure, qui va le remettre toujours dans le même état. Donc, si le composant vieillit, par contre, on verra une évolution du résultat. Ça reste à faire sur le GaN, avec une dimension supplémentaire, c'est qu'il n'y a pas une technologie GaN, il y a des technologies GaN, donc éventuellement autant de préconditionnement à définir. Enfin, ces instabilités dynamiques, on en rediscutera, mais peut-on vraiment les éliminer? C'est lié au fait qu'il y a des pièges dans les matériaux. Ce sont des matériaux compliqués, composés de 2 atomes, qui peuvent s'arranger de plein de façons différentes. Il n'y en a qu'une seule qui nous intéresse. Donc il peut y avoir beaucoup de défauts. Il y a beaucoup d'interfaces, on l'a vu dans la structure, de différents matériaux qui, là aussi, créent éventuellement des pièges. On peut se poser la question si on peut les éliminer. Quoi qu'il en soit, ça n'affecte pas, pour le moment, les performances. Donc les matériaux, je viens d'en parler, les architectures qui ont été décrites juste avant. Par rapport à la fiabilité, qu'est-ce qu'on a? Donc j'en ai parlé déjà, les pièges, les interfaces qui sont liés aux matériaux. Et on a aussi des mécanismes de dégradation qui peuvent être très différents de ce qu'on connaît dans le silicium. En particulier, alors c'est pas terrible sur la photo, mais c'est des choses qu'on a vues dans le SiC, mais qu'on doit voir dans le GaN, qu'on a pu voir aussi dans le GaN. C'est le fait qu'ayant des propriétés physiques différentes, par exemple, il ne peut pas devenir liquide à la pression atmosphérique. Il va passer directement de l'état solide à l'état gazeux.
Donc des défauts qu'on voyait typiquement dans le silicium, qui étaient des recristallisations, c'est-à-dire le composant est fondu puis c'était recristallisé, on ne les verra pas dans les grands gaps. On va voir une disparition de la matière, c'est ce qu'on voit sur cette photo, où lors d'une décharge électrostatique, le courant s'est localisé dans un tube et a fait sublimer le composant. Donc on se retrouve avec un trou dans le composant. Donc c'est quelque chose de très différent de ce qu'on voit sur le silicium. Notre paramètre à prendre en compte, c'est que ces matériaux sont très robustes. Ils peuvent tenir des champs électriques très élevés, c'est pour ça qu'on les prend. Ils peuvent tenir des températures très élevées, c'est aussi pour ça qu'on les prend. Mais pour fabriquer un composant, il faut aussi des isolants et des conducteurs au-dessus, qui eux ne sont pas vraiment différents de ce qu'on connaissait dans le silicium, mais qui se retrouvent par contre soumis à des champs qu'ils n'ont jamais connus, des températures qu'ils n'ont jamais connues sur le silicium. Et là aussi, on va avoir des mécanismes qui sont de fiabilité très différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc il va falloir outrepasser ces limites pour aller plus loin, par la conception, on l'a vu, éventuellement par des nanotechnologies aussi, par la maîtrise de qualité du matériau, et éventuellement l'utilisation de nouveaux matériaux isolants et électriques. Donc pour résumer, je vais peut-être aller trop vite. Si ça veut. Ça y est. On a des performances exceptionnelles dès aujourd'hui, mais qui requièrent des changements de paradigme, on en a déjà parlé ce matin, qui ont aussi un fort impact potentiel sur la fiabilité. Monter en fréquence, c'est le fil rouge, ça veut dire réduire les inductances parasites, contrôler les impédances, ça veut dire changer de packaging. Changer de packaging, c'est changer aussi la thermique, la mécanique, et tout ça aussi, ça peut être lié à des problèmes de fiabilité. Les instabilités dynamiques de la tension de seuil du Héron, je vous l'ai dit, ça n'empêche pas les performances, ça complique certes le suivi du vieillissement, et c'est surtout une marge, je pense, d'accroissement du futur de ces technologies, des performances, en passant par l'amélioration de l'architecture et des matériaux. On a vu des mécanismes très spécifiques de défaillance qui ne sont pas encore complètement compris et qui vont évoluer avec les technologies. On voit, il y a plein de nouvelles technologies qui sont candidates pour aller plus loin. Bref, ce n'est que le début de l'histoire. Merci. Alors, voilà. Ah, parfait. Donc oui, le groupe Elvia PCB, donc nous, notre domaine, c'est la fabrication de circuits imprimés, simples, complexes, qui peut aller du double face au multicouche, et ensuite avec des structures beaucoup plus complexes, comme ce qu'on appelle des SBU, des sequential build-up, donc des circuits imprimés très très complexes. Et dernièrement, et même un petit peu plus avant que ça, il y a déjà 10 ans, j'ai commencé à travailler sur l'enfouissement de composants de type SiC avec G2E Lab. Donc ça a démarré donc il y a déjà assez longtemps, mais dernièrement, effectivement, le composant GaN, enfin la puce GaN, on en entend beaucoup parler. Il y a un engouement relativement important. Je ne vais pas revenir sur les intérêts que la puce GaN peut nous apporter. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est où est-ce qu'on en est. Finalement, en France, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on en est en termes d'enfouissement de puces, et qu'est-ce que l'on fait avec ça. Pourquoi aujourd'hui on travaille sur l'enfouissement de puces, sur le packaging avancé. Donc ce matin, j'entendais parler justement de standardisation de packaging et d'enfouissement. Donc pourquoi aujourd'hui, nous, on souhaite vous apporter des solutions. C'est parce qu'on a vu qu'on pouvait réduire, bien sûr, des inductances parasites sur la puce, finalement en réduisant les interconnexions de ces puces, de supprimer tout ce qui peut être filaire, tout ce qui peut être montage en surface et directement l'intégrer dans les circuits imprimés. On voit qu'on a un apport non négligeable de dissipation thermique de la puce, de par le cuivre qui va directement être présent dans les circuits imprimés, et aussi c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, supprimer la connexion filaire. Donc l'intégration de la puce va permettre de densifier tous les systèmes.
On parlait ce matin de gain de poids, de densification. Donc aujourd'hui, vraiment, c'est le leitmotiv de la volonté d'intégrer directement les puces dans le circuit imprimé. Il y a des acteurs européens, donc en Europe, on va parler d'ATNS ou de Schweizer aujourd'hui, qui ont des fabrications en volume. En France, c'est pas le cas. Il n'y a pas de fabricant de PCB aujourd'hui capable de faire du volume. Nous aujourd'hui, Elvia, on a, donc ça, comme je le disais, ça fait déjà pas mal de temps qu'on travaille sur le sujet. On n'a pas des fabrications en volume. Cependant, on peut vous accompagner sur les développements. On a déjà des démonstrateurs qui ont été fabriqués. On va en parler juste après. Des démonstrateurs qui ont été fabriqués avec des fiabilités prouvées, je dirais des démonstrations, des concepts qui ont été prouvés et qui aujourd'hui peuvent nous permettre de vous proposer des solutions d'interconnexion. Donc, aujourd'hui, plusieurs applications, notamment 2. On voit aujourd'hui des applications de modules de puissance, plus communément appelées aussi des fonctions de bras de pont, ou alors des solutions de packaging. Donc ce matin, on en parlait, vouloir standardiser le packaging de manière à sécuriser les approvisionnements. Et vous allez voir que sur le groupe Elvia, on a travaillé justement sur ces 2 applications. Sur l'application module de puissance, on a directement intégré des puces interconnectées avec des Microvia directement dans les circuits imprimés. Donc ça, c'est quelque chose qui est réalisé aujourd'hui sur des circuits imprimés séquentiel build-up. Donc on est vraiment sur de la technologie très avancée de circuits imprimés. Et en parallèle, ce qui a été fait aussi, c'est du packaging. Donc là, c'est directement aussi de l'interconnexion de Microvia cuivrés sur des pads cuivre et ça de manière à packager la puce, à vous proposer une solution on va dire standard et qui pourrait répondre aux problématiques que l'on a tous aujourd'hui. En parallèle de ça, ce qui a aussi été fait, c'est des applications de brasage de composants directement sur des couches internes pour des composants qui n'ont pas de connexion avec des interconnexions cuivrées. Donc là, dans ce cas-là, il n'est pas possible pour nous d'aller connecter un Microvia directement sur ce composant. Et donc pour réaliser du coup cette interconnexion, ce que l'on fait, c'est qu'on va braser par différentes technologies ou interconnecter directement, avec différentes technologies, collage, fritage, le composant sur la couche interne. On intègre ça dans le circuit imprimé, on encapsule avec de la résine époxy et ensuite on vient rechercher les interconnexions autour du composant. Donc voilà, nous on s'adapte. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur ce domaine-là. On a une équipe qui est spécialement dédiée à l'évolution et à la recherche de solutions que l'on peut vous apporter sur le IPCB, là, le PCB intelligent avec des puces GaN, SiC, ou alors directement des composants, comme je le citais, sur lesquels on ne peut pas connecter directement de Microvia. En termes de travaux qui ont déjà été engagés, il y a des caractérisations thermiques, il y a des caractérisations aussi électroniques de la puce et on a mené aussi en parallèle de tout ça des tests de fiabilité, des cyclages qui sont faits bien sûr en partenariat avec des laboratoires comme le CEA ou autres. Donc on a vraiment des travaux aujourd'hui de fabrication mais aussi de caractérisation pour vous apporter des informations sur la fiabilité. C'est vraiment aujourd'hui aussi un thème qui revient souvent, c'est la fiabilité des interconnexions, la fiabilité de notre puce, quelle sera finalement la robustesse de l'interconnexion après comment dire, plusieurs années. Donc il y a des cyclages qui sont faits. Nous aujourd'hui on se base sur des standards de qualification déjà connus. Typiquement pour l'aéronautique, on va faire des cyclages à -55 plus 125 degrés. On va cycler ça à 1200 cycles. On va faire des chocs thermiques, donc à 288 degrés, avec des tests de flottaison. Donc voilà, on applique ce que l'on connaît déjà sur des technologies, sur des nouvelles technologies. Bien sûr, tout ça reste encore à être travaillé, à faire évoluer. Encore une fois, on ne connaît pas tout. Il y a des travaux, bien sûr, qui sont engagés et qui sont encore à mener.
Il y a les verrous hein, pour la suite. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore répondu à toutes les questions. On est vraiment, je dirais, au balbutiement, même si ça fait longtemps qu'on travaille sur le sujet. On cherche encore nos marques, mais aujourd'hui, on voit quand même qu'on tend vers des solutions et des applications assez ciblées. Hein. On parle de packaging, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on commence aujourd'hui à y voir un peu plus clair. Mais donc, il y a quand même une montée en compétences qui est nécessaire sur le domaine, je dirais, électronique du système en général. Et de notre côté, en tant que fabricant de circuits imprimés, c'est une technologie nouvelle pour nous. Donc, on doit encore travailler, vérifier que tout est au point. On a des gammes de fabrication qui sont bien sûr établies, hein, qui sont basées sur ce que l'on connaît déjà. Donc, on est sur des process de fabrication qui sont maîtrisés. Néanmoins, la technologie de circuits imprimés, de puces enterrées dans les circuits imprimés ou de packaging, elle a peu de recul. Donc, même si on a aujourd'hui fait des tests qui sont plutôt rassurants hein, en termes de fonctionnalité, mais aussi en termes de fiabilité. C'est très rassurant, mais il reste encore à pérenniser ça et à vérifier que tout répond aux besoins. Donc, nouvelle technologie pour nous. Et puis encore en termes de volumétrie, hein, c'est ce que je disais, on est au balbutiement de la technologie. On n'a pas de ligne de fabrication complètement établie pour intégrer hein, des puces ou faire du packaging. Néanmoins, on a la volonté de vous accompagner, de trouver des solutions. Et si il y a des volumes qui sont, s'il y a des besoins sur des volumes importants, le montage de lignes spécifiques pour pouvoir répondre à vos besoins est clairement envisagé. Mais aujourd'hui, on est plus sur des projets qui ont été basés sur des projets de relance suite aux derniers événements qui nous ont permis d'avancer, supportés par des projets automobiles. Aujourd'hui, on sait que cette technologie-là peut, bien sûr, on l'a vu ce matin, on a vu du spatial, de l'aéronautique. Voilà, on sait que ça peut s'appliquer sur beaucoup de domaines. Et aujourd'hui, on est prêt à répondre à vos besoins pour vous proposer des solutions et essayer de travailler avec vous. Merci. Donc, nous avons eu des éléments sur les composants, nous avons vu des éléments aussi sur la fiabilité du composant, sur le packaging, et je pense qu'avec grand intérêt, vous allez suivre un aspect qui a été une fois mentionné, c'est le CEM. La partie CEM, oui, entre autres. Donc, c'est la présentation de Shannon, si vous pouviez la mettre. Parce que là, si j'appuie, oh, super. Alors, je vais revenir en arrière d'un cran si c'est possible. OK. Donc, en gros, ce qu'on a vu, c'est que les composants dont on parle aujourd'hui, c'est des composants qui ont une vitesse de commutation phénoménale. Donc, je crois que c'est Sébastien ou David qui en a parlé d'un facteur 100. Il y a des collègues toulousains là, qui ont sorti 160 volts par nanoseconde avec le driver adapté. Donc, si on regarde bien les DV sur DT auxquels on est confronté, c'est 100 volts par nanoseconde, 10 ampères par nanoseconde. La chasse au nano-Henry est ouverte depuis à peu près 15-20 ans, hein, puisque chaque nano-Henry, ça fait 10 volts de surtension. Ce sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est plutôt la chasse au picofarad. Donc, j'avais jamais fait l'application numérique. Si on prend un picofarad avec 100 volts par nanoseconde, ça fait 100 milliampères. On transforme ça dans l'unité qui va bien en CEM, ça fait 100 dB microampères. La norme DO 160, c'est 60-70 dB microampères. Donc, en gros, on n'en sort pas, quoi. On commute beaucoup trop vite avec ces composants-là. Donc, voilà, fin de la session. On a tué le GAN. Il y a d'autres éléments qui sont également que chacun a rencontré, je pense, hein, quand on met en œuvre ces composants-là, c'est que les perturbations ne vont pas uniquement vers l'extérieur, sous forme conduite ou rayonnée. Elles peuvent aussi interagir avec le driver lui-même et je ne sais plus qui c'est qui en a parlé, mais on peut détruire le composant assez facilement. Alors, on a parlé d'oxyde de gallium et de diamant. Si on va encore plus vite, eh ben, on fait un petit passage à la limite. C'est ce que vous avez à droite de la figure. La surtension devient infinie et le courant de mode commun devient également infini. Je n'ai pas mis les oscillations dessus parce que c'est trop compliqué à représenter, mais c'est à peu près la même chose. Donc, comment on fait avec ça on va essayer de comprendre les phénomènes. C'est ce qu'on a essayé de faire dans PowerGAN. Hein. Donc,
David en a parlé, Sébastien aussi, il faut maîtriser les inductances parasites avec des solutions les plus compactes possibles. Donc là, on a travaillé sur des structures multicouches de manière à réaliser des assemblages les plus compacts possibles. Et puis, on a également été confronté au problème d'émission de courant parasite à la Terre, donc de courant dit de mode commun, pour faire savant. L'idée étant qu'on a... alors, on doit avoir un genre de pointeur laser ici, voilà. Donc ici, vous avez un potentiel flottant qui émet du courant à la Terre. Donc l'idée, c'est que c'est ce fameux courant qui faisait 100 mA, il faut le capter, parce que sinon, il va aller perturber les voisins. Donc l'idée, c'est de le capter le plus tôt possible, et donc de prendre un plan de masse local. Pour tous ceux qui ont fait de la microélectronique, c'est assez simple, hein. C'est un potentiel fixe, et on capte ce courant et on le renvoie à l'envoyeur, c'est-à-dire sur le bus continu la plupart du temps. C'est un des points qui est propre sur l'électronique de puissance. Et donc, on a essayé d'illustrer ça en ayant tout compris. On se dit très bien, on met un blindage local. On a fait des simulations et à gauche, vous avez une réduction, quelque chose de 20 à 40 dB de réduction. C'était phénoménal. Donc, on s'est dit qu'on allait faire une manip, parce que sinon, c'est pas drôle quand même. Donc, la manip, on s'est dit aussi qu'on allait se mettre en valeur, et donc, on allait faire un cas de figure où le point flottant était avec une grosse surface pour avoir un gros point de référence. Donc, ça, c'est la figure du haut, au milieu. Et puis, en mettant ce point flottant au milieu du bus continu, eh ben, on recycle en interne cette chose-là. Et donc, quand on est passé à la manip, on avait 5 dB d'amélioration, ce qui est déjà mieux que si ça était plus pire, mais en fait, ce n'était pas tout à fait ce qu'on attendait. Alors, on a fait une grosse campagne d'investigation à l'aide d'outils de simulation, et on s'est, alors pas rendu compte, mais on a démontré que finalement, vu que c'était la chasse aux picofarades, on avait 7 ou 8 picofarades sur la puissance qu'on a réduit, mais il y en avait d'autres. Et dans les 7 ou 8 picofarades, on avait également aussi 5 ou 6 picofarades qui venaient du driver, le transistor du haut, qui est, lui aussi est connecté au point flottant. Et un autre élément, vu qu'on utilisait des puces pré-packagées pour cette mise en démonstration, la partie semelle thermique du pré-package qui est également connectée au drain, puisque c'est un composant latéral, et qui, sur le transistor du haut, fait également une contribution. Donc, on a appliqué la même solution de blindage local. Alors, c'est un peu bricolo, hein, puisque c'était du prototypage. Donc, on a mis du scotch cuivre, du polyimide, des petits isolants. Et à chaque fois, on gagne nos petits 5 dB par-ci, par-là, ce qui montre bien que, un, on a à peu près compris tout ce qu'il fallait, et que deux, malgré le fait qu'on avait une structure de puissance très fortement capacitive, ce n'était pas ça qui était la principale origine des causes de mode commun. Je vous ai passé sous silence la charge, qui est beaucoup plus capacitive, la charge de votre bras d'onduleur, et donc il avait fallu mettre également un filtre de mode commun sur la charge. En conclusion de ça, le GaN est un composant excellent. Enfin, si j'étais ici et que je disais l'inverse, je pense que ça ne serait pas politiquement correct, mais qui est tout à fait susceptible d'être une catastrophe si on ne le met pas en bonne situation, notamment les inductances parasites pour ne pas le prendre par la gueule. Au niveau puissance et au niveau driver, je ne vais pas parler d'oxyde de gris qui sont très sensibles aussi, ou de perturbations puissance commande, et il faut maîtriser toutes les capacités parasites. L'élément important et qui me permettra de passer le relais à Siemens derrière, c'est que l'outil de simulation est indispensable pour permettre d'analyser les phénomènes. Ce n'est pas Miao qui me contredira. Et le dernier point que je n'ai pas noté sur le transparent, mais on a parlé de standardisation de package beaucoup. Avant de parler de standardisation, il faut définir qu'est-ce qu'on met derrière le terme package. Le package, c'est de la protection mécanique, c'est de l'évacuation thermique, c'est de on amène une connexion électrique. Je rajoute un point indispensable avec les wide bandgap, il faut le filtrage CEM intégré. Jusqu'à nouvel ordre, il serait venu à personne de faire une cellule de commutation sans capacité de découplage. Je vous dis que vous n'aurez pas de possibilité de ne pas mettre de filtre de mode commun ou de filtrage inductif en sortie sur le bras. Il faudra que ce soit intégré au package, sinon votre composant ne sera pas utilisable. Sur ce. Bien, l'enjeu est fort, donc merci Jean-Luc. Eh bien, on va parler des outils qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc je laisse le dernier intervenant. C'est bon. Pascal. C'est la bonne présentation. Donc, bonjour, je m'appelle Pascal Bolcato, je travaille chez Siemens EDA en simulation analogique.
Siemens EDA, anciennement Mentor Graphics. Alors moi, je vais vous parler de jumeaux numériques appliqués aux cartes de puissance à base de transistors GaN. Alors, un jumeau numérique, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une représentation numérique ou virtuelle d'un objet, ici une carte de puissance, est destinée à devenir réelle. Alors, cette représentation numérique est intégrée dans un environnement homogène et permet toutes les opérations pour la conception et la validation de notre carte. Alors, c'est possible car l'environnement intègre tous les outils nécessaires pour ces opérations et ces outils vont travailler de concert sur la même base de données. Alors, par exemple, cet environnement permet la saisie de schémas, le design du layout, l'extraction des parasites, et puis des analyses comme des analyses de CEM, des analyses thermiques ou des analyses électriques fonctionnelles. Alors, la solution Mentor pour un jumeau numérique, PowerGaN, a deux aspects. On peut la présenter sous forme de deux aspects. Un premier aspect plus circuit intégré ou composant avec les suites calibre pour la partie extraction parasite, LVF, la partie simulation électrique avec LDO et puis la partie thermique avec Flowtherm. Donc ça permet pour le GaN soit la création de PDK, ce qui est un rêve pour l'instant, soit l'optimisation de composants discrets. Et puis, le deuxième aspect d'une solution digital twin jumeau numérique, c'est pour la partie carte, la partie PCB. Donc, la solution Siemens s'appelle Expédition. Donc, c'est une suite qui permet la saisie de schéma, le layout, la simulation mixte avec Expédition. Elle intègre un solver électromagnétique Hyperlinks qui permet l'extraction d'éléments parasites et puis le calcul de rayonnement pour des analyses de CEM. Et puis elle intègre aussi Flowtherm pour la partie thermique. Alors, pour illustrer cette approche de jumeaux numériques pour le design de cartes de puissance à base de transistors GaN, je vais vous présenter deux exemples pour lesquels la solution Siemens EDA a été mise à profit. Alors, le premier exemple, c'est une carte de puissance composée d'un demi-pont avec des transistors GaN développés dans le cadre de l'IRT PowerGaN, donc des transistors développés par l'ETI, 650 volts, 30 ampères. Et ici, la saisie de schéma, le layout de la carte et puis aussi du package ont été saisis dans Expédition. Hyperlinks a été mis à profit pour extraire les éléments parasites qui ont été rétro-annotés sur la schématique et puis la schématique a pu être utilisée pour effectuer des analyses fonctionnelles électriques avec Expédition AMS. Alors, sur cet exemple, la carte a été construite et des mesures ont pu être faites et on a pu comparer les résultats de simulation avec les mesures expérimentales. Donc, on peut voir que les mesures et les simulations sont relativement proches, notamment pour les overshoots. Il existe des différences, bien sûr, et puis pour les extractions d'inductance parasite, elles sont relativement proches de celles qui ont été mesurées.
Deuxième exemple, c'est toujours une carte de puissance, donc un demi-pont. Mais ici, l'analyse, c'est une analyse CEM. Donc, Hyperlink est utilisé pour extraire le rayonnement. Donc, c'est une analyse mode commun. On va mesurer le courant de mode commun. Et on a pu comparer les résultats de simulation avec ceux de mesure. Donc ici, les résultats sont dans le domaine fréquentiel, c'est un spectre de bruit. Et on peut voir que les niveaux de bruit sont relativement comparables, relativement proches. Voilà. Alors, en conclusion, les essais ont montré que la corrélation entre les résultats de simulation et les mesures sont relativement bonnes, aussi bien pour les analyses fonctionnelles électriques que pour les analyses de CEM. L'approche à base de jumeaux numériques appliqués à la conception de cartes à base de PowerGAN est indispensable pour automatiser la conception et l'optimisation de ces cartes. La solution est prête et elle est disponible, mais ça ne veut pas dire que c'est une solution pouce-bouton. Il reste encore des choses à comprendre. Alors, ce n'est pas une solution qui a été développée pour le PowerGAN, c'est une solution qui est utilisée depuis un certain nombre d'années pour le PCB silicium et qui peut très bien être utilisée aussi pour le GAN. Alors, même si les corrélations sur les exemples que je vous ai montrés entre les mesures et les simulations sont relativement bonnes, il reste quand même des écarts et il reste à comprendre les causes de ces écarts. Alors, expédition, l'utilisation d'expédition pour le GAN, c'est quelque chose qui est assez nouveau et la spécification ou le tuning du solver électromagnétique nécessite une certaine expertise et un niveau d'habitude. Je vais vous donner un peu un exemple. Il existe plusieurs modes pour le solver électromagnétique, soit un mode 2,5D ou un mode 3D, et puis il est possible d'extraire les parasites sous forme d'éléments localisés, mais il est aussi possible d'extraire des paramètres S ou une interconnexion sous forme d'une ligne de transmission. Donc, le choix n'est pas évident, mais peut permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une carte. Et le dernier point, les modèles compacts de transistors GAN en cours de standardisation sont jeunes et auraient besoin de plus de maturité pour être utilisés avec fiabilité. Voilà, donc normalement, vous devriez tout savoir sur le jumeau numérique. Donc, je vous propose de passer à la session questions. Donc, on peut déjà... Alors, je pourrais commencer moi-même avec une question. Donc, on a parlé de technologie GAN et notamment de technologie dite GAN latérale. Donc, comme vous le savez, c'est une technologie qui est assez spécifique au GAN, qui se différencie beaucoup du SiC et du silicium, qui sont des technologies dites verticales. Et ce que je voudrais savoir, c'est s'il y a des enjeux ou des limitations d'utiliser cette technologie GAN verticale, GAN latéral, pardon, soit au niveau technologie, soit au niveau fiabilité, et qui sera un frein. Et s'il y aurait des freins, quelle serait la solution ultime pour la franchir? Je vais en parler à notre technologue. Oui, il a parlé de fiable, donc je te repasse le micro après. Alors, les enjeux actuels, il nous reste encore des développements technologiques à consolider pour atteindre les performances qui sont demandées, par exemple, par ST au niveau des
de la prochaine génération de composants GaN latérales. Donc, quand je parle performance, ça joue en termes, par exemple, de tension de seuil et de stabilité de la tension de seuil, et également de la résistance à l'état passant. Je vous ai dit que c'était très important d'avoir la résistance la plus faible. Et donc là, on touche les specs qui nous sont demandés, mais il faut toujours aller plus loin. Et par contre, pour les prochaines générations, c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Quand on est en configuration latérale comme ça, on va toujours être limité en termes de tension de claquage qu'on peut atteindre et en termes de densité de courant qu'on peut passer. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà exprimé que la tension de claquage, c'était une histoire de distance entre source et drain. Et donc, si vous voulez l'augmenter, il va encore falloir éloigner votre source et votre drain, et du coup, ça va vous prendre de la place, et ça, c'est pas ce que vous souhaitez faire. Et au niveau du courant, je vous ai dit que à l'état passant, c'est ce gaz d'électrons qu'on appelle 2DEG qui passe de courant. Pourquoi on l'appelle 2DEG ? C'est parce que c'est un gaz d'électrons bidimensionnel, donc ça joue vraiment dans le plan, et ça veut dire que si vous voulez encore passer des densités de courant plus importantes, il faut augmenter votre surface. Et quand on passe en configuration verticale, à ce moment-là, alors déjà pour augmenter les tensions, c'est intéressant parce que la tension va donc dépendre de l'épaisseur que vous avez de GaN et va être indépendante de la taille en surface de votre composant. Donc vous allez pouvoir aller plus loin en tension tout en restant dans des dimensions limitées. Et vous gagnez également en densité de courant. Parce que là, le courant passe vraiment dans le bulk, le corps du matériau GaN, plus seulement en 2 dimensions, mais en 3 dimensions. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive à faire passer des densités de courant plus importantes en verticale. Donc, quand vous allez vouloir monter en tension, en courant, en puissance, il va falloir aller en verticale. Bien, au niveau fiabilité, David, alors, on a peut-être un... La question, c'est sur l'utilisabilité aujourd'hui du GaN latéral, l'architecture latérale. La meilleure réponse, c'est qu'il y a des produits en GaN latéral. Ouais, donc oui, ça marche et c'est fiable. Pour moi, si on parle de fiabilité, c'est plutôt... alors pourquoi c'est fiable ? Parce que c'est fait par des gens qui avaient l'habitude de faire du silicium aussi. Donc il y a une grosse culture de travailler avec l'automobile, avec d'autres qui demandent de la fiabilité. Donc aujourd'hui, les solutions qui existent, elles sont fiables, au moins du point de vue des tests silicium. Il y a peut-être besoin d'autres tests éventuellement. Il y a des programmes qui vont commencer, GaNRET, l'IRT et plus largement le programme GaNRET devrait répondre à tout ça. Mais d'un point de vue plus physique, c'est une marge de progression de ces composants. On est loin de tirer parti totalement des performances du GaN à cause de ces limites de fiabilité qu'on contourne par la conception finalement. Mais aujourd'hui, c'est fiable, c'est utilisable. D'accord. J'ai des questions d'assistance, donc je vais laisser... Oui, allez-y, c'est très bien. Encore une question sur la technologie. Donc, à CEA, vous avez choisi de faire le Enhanced Mode GaN, donc en utilisant le Recessed Gate, donc avec le MISAMT. Après, on sait il y a aussi la solution d'utiliser le PGaN. Donc, j'aimerais bien savoir plus de détails pourquoi vous avez choisi cette solution et pas le PGaN. Les avantages, les inconvénients technologiques, bien sûr, parce que peut-être pour le Recessed GaN, il faut faire la gravure au niveau du gate, qui peut être un peu critique. Le PGaN aussi a le dopage P de GaN, donc si on peut avoir plus de détails sur ça. Merci. Alors effectivement, on est parti sur cette solution-là, parce que comme il a été mentionné ce matin, je crois que c'était Philippot peut-être, ou voilà, cette technologie a des gros avantages par rapport à la technologie PGaN, et notamment en termes de contrôle de la grille, qui va être capable de supporter des tensions de pilotage beaucoup plus importantes, alors que les grilles PGaN sont beaucoup plus sensibles. Okay, alors évidemment, il y a quelques désavantages. Et donc, la maîtrise de la brique grille sur la technologie Recessed Gate reste complexe, parce qu'effectivement, ça fait intervenir la gravure, les interfaces, le diélectrique de grille. Mais on pense qu'on peut maîtriser cette brique et atteindre les performances demandées par les systémiers, quoi. J'avais vu une autre question. Vous avez une question ? Oui. Là-bas aussi. Et je crois qu'on a des questions dans le chat, c'est ça ?
Une question, on prend. J'ai un Allez-y. complément par rapport à la Oui. question sur le vertical GAN. Donc, effectivement, on a un GAN vertical, on perd la vitesse de DEG qu'on ouvre à haute fréquence. Donc, on perd aussi disons par rapport aussi qu'on a des contraintes thermiques qui sont moindres par rapport aux contraintes thermiques. Donc, je me demande par rapport à un SiC, le GAN vertical, c'est quoi le gros avantage? Alors, la première partie de votre question, c'était on perd le DEG. Je ne vais pas aller dans le détail du dispositif, mais il y a des dispositifs verticaux innovants où on souhaite garder l'intérêt du DEG, et donc il y a des mix dans les deux. Mais je ne parle pas de ces choses-là qui sont vraiment très émergentes. Si je reste à une technologie standard, les performances électriques électroniques du GaN restent supérieures, et si on arrive à atteindre le maximum de ce qu'on peut tirer d'un GaN vertical et d'un SiC vertical, on reste à un compromis RNBV qui est supérieur pour le GaN par rapport au SiC. Et donc potentiellement, c'est plus intéressant. On reste toujours moins bon en thermique, et donc il y a toujours ce compromis-là à avoir, quoi. Et en fréquence? Et en fréquence, je pense qu'on peut aller plus vite. J'ai ouï dire avec mes experts au laboratoire, qui ne sont pas tous présents ici, mais Merci. que les propriétés électroniques permettaient toujours d'aller plus vite, être plus prometteur en fréquence en termes de GaN en configuration verticale. Merci. Alors, le micro, pour qu'il s'éloigne dans le fond, on va peut-être prendre la question de chat, et puis on répondra à une question au fond. J'ai vu. C'est une question de chat. Peut-on espérer monter en tension 1200 volts avec du GaN sur Saphir? C'est encore, je sais pas. Je suis désolé. Je peux donner un élément de réponse si vous êtes prêt à payer, oui. Mais j'allais faire la même réponse. Donc effectivement, on peut monter plus haut en épaisseur de GaN épitaxie et meilleur en qualité sur le saphir, parce que le paramètre de GaN est mieux adapté au saphir qu'au silicium, par exemple. Mais effectivement, il y a une histoire de coût. Et si je me trompe, également une histoire de taille des substrats en saphir, ce qui revient à dire une histoire de coût pour la fabrication collective des composants. Donc, tout se paye. Donc, j'ai la question au fond de la salle. D'accord, moi je vais un petit peu sortir du GaN et venir sur un aspect plus système. Donc, Oui. je vais m'adresser à la présentation qui a été faite par le monsieur qui représente la société Elvia, où il nous a parlé des puces qui sont enfouies dans les PCB. Et en termes d'essais de fiabilité, j'ai vu que vous vous restreignez à juste faire des essais de choc thermique et de cyclage thermique. On sait que si on prend la carte et on la met dans une voiture, il peut y avoir un autre facteur aggravant qui est la vibration. Ma question, c'est de savoir, l'aspect vibratoire, c'est quelque chose qui est que vous avez déjà eu de retours d'expérience qui vous permettent de pas le faire par rapport à cette carte-là où vous avez enfoui des puces, ou c'est quelque chose que vous allez faire dans un second temps? Non, il est clair que l'aspect vibratoire, c'est important. C'est un test qui sera fait. S'il n'a pas déjà été fait sur certains prototypes, parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants sur les tests qui ont été réalisés. Comme je le disais, hein, moi j'ai une équipe qui travaille actuellement sur l'embedded, mais je sais que donc j'ai pas toutes les informations qui me remontent forcément, mais en tout cas je sais que nous, dans un premier temps, on a réalisé tous les essais qui nous paraissaient standards, que l'on utilisait pour la fabrication, on va dire standard de circuits imprimés. Bien sûr, à ça s'ajoutent des essais vibratoires qui seront réalisés s'ils n'ont pas été faits. Il y a des caractérisations aussi électroniques qui sont faites avec des laboratoires extérieurs. Il y a aussi des essais de brouillard salin qui ont été faits avec des chaleurs humides. Donc, non, bien sûr, il y a une multitude d'autres tests qui seront faits et qui viendront compléter, bien sûr, les analyses de fiabilité. Mais de toute manière, hein, c'est vraiment ce que l'on a répété, je pense, aussi tout au long de la journée, c'est que il y a tout un protocole qui va être à établir, un standard de test qui va être à définir
pour justement vérifier qu'on est bien sûr sur des applications fiables et qui répondent aux besoins, quoi. Donc non, c'est quelque chose qui va être réalisé. Oui. Je crois qu'on a une question au chat également pour Elvia. Donc, le IPCB devenant un composant actif, Elvia garantit-il l'intégrité et l'ensemble des performances de la puce intégrée? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, la notion de test d'intégrité de puce et de testabilité de circuit est un verrou aujourd'hui. Alors, il y a des analyses RX qui sont faites pour aller vérifier si les puces sont toujours intègres. Il y a aussi des études qui ont été menées, donc nous, sur après stratification. Il faut savoir que dans le procédé de fabrication du circuit imprimé, vous avez une étape qui consiste à polymériser nos matériaux, donc à coller l'ensemble des couches internes. Et ça se fait par stratification. Donc, vous avez des augmentations de pression. Aujourd'hui, en standard, on est à 25 kg par centimètre carré, avec aussi des élévations de température qui sont relativement importantes. Donc, les puces sont quand même très sollicitées. Donc, il y a des design rules qui sont appliqués de manière à solliciter le moins possible la puce. Et les études qui ont été faites derrière, c'est bien sûr des micro-sections, des coupes métallographiques qui ont été faites sur les puces, sur de nombreuses puces dans le plan et aussi en transversal, de manière à vérifier que les puces ne sont pas cassées. Bien sûr, derrière, il y a des tests électriques qui ont été réalisés. Alors, des tests électriques qui n'ont pas été réalisés sur notre site de fabrication, qui ne sont pas faits par nos bancs de tests standards, parce que ça nécessite d'avoir vraiment des bancs de tests adaptés. Néanmoins, il y a des contrôles, je dirais, interprocess qui peuvent être faits de manière à vérifier qu'on n'a pas de court-circuit ou alors d'autres de coupures et finalement de problématiques de discontinuité dans les interconnexions. Donc ça, c'est des tests qui peuvent être réalisés, qui sont réalisés, qui peuvent nous donner déjà des informations sur l'intégrité de la puce. Néanmoins, c'est sûrement pas suffisant. Donc clairement, il y a un sujet sur ce point-là, c'est comment vérifier effectivement que la puce elle est encore intègre après fabrication du circuit. D'autres questions? Il y a deux questions là, une question là-bas. D'accord, donc merci Wang de Schneider. C'est une question toujours pour Elvia, donc complémentaire par rapport à la question de tout à l'heure. Dans la chaîne de valeur, ce que faisait Schwader avec Infineon, c'est qu'ils mettaient les puces d'abord sur un support qu'ils appellent lead frame. Oui. Et du coup, est-ce que ce que vous faites, vous avez toujours la même technologie ou quelque chose de similaire? Et du coup, qui est-ce qui intervient dans toute cette chaîne de valeur? Alors le lead frame, il est, sauf erreur de ma part, appliqué pour des raisons thermiques et dissipation thermique de la puce. Donc aujourd'hui, nous, il y a différentes solutions qui ont été travaillées sans lead frames, directement aussi avec des interconnexions. Finalement, on multiplie la densité de microvia directement connectée au drain de manière à dissiper cette température à l'aide aussi de cuivre épais. Quand on parle de cuivre épais, nous, on parle de cuivre supérieur à 210 microns, voire 400 microns. Il faut savoir que le standard aujourd'hui de fabrication imprimée de multicouches, c'est 17 microns, voire 9 microns pour des produits HDI. Donc là, on est sur du 210, 400 microns, donc vraiment sur des produits appliqués plus pour la puissance et donc la dissipation thermique. Donc le lead frame, effectivement, ça fait partie de notre catalogue et de notre portfolio produit. On peut appliquer la puce sur le lead frame, mais on a aussi d'autres solutions. Comme je le disais, l'augmentation de la densité de microvia, l'augmentation de l'épaisseur de cuivre pour dissiper la température. Et on travaille aussi sur d'autres solutions qui pour l'instant, je ne vais pas en parler parce qu'elles sont en cours de développement en interne. Mais voilà, on sait qu'aujourd'hui, effectivement, la dissipation thermique est vraiment très très importante et au cœur vraiment de toutes les discussions sur le sujet dont on parle aujourd'hui. Et on sait qu'il y a le lead frame qui est effectivement présent. On le connaît, on l'a appliqué, mais on regarde aussi d'autres solutions possibles. Donc on prend la question là, et puis après il y a une autre question ici. Bonjour, Mathieu Guilin de Sama Technologies. Une petite question sur votre niveau du coup de maturité sur ce que vous avez développé dans PowerGAN
aussi bien au niveau puce que du niveau PCB. Où c'est que vous en êtes du coup? Est-ce que c'est quelque chose qui va potentiellement être en production rapidement ou pas du tout? Et voilà, pour savoir, donc aussi bien au niveau puce qu'au niveau intégration après que vous avez fait. Pour chez la partie puce, je pense que c'est plus Véronique qui pourra répondre, puis la partie PCB. Mm. Allez-y. Donc, nous, à notre niveau, en termes de maturité, aujourd'hui, on a démontré le concept. On sait faire des interconnexions microvia sur les puces à partir du moment où, bien sûr, où on est sur des surfaces cuivrées. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir ce type de puce avec les surfaces cuivrées. Donc, aujourd'hui, on maîtrise. Maintenant, ce que l'on ne maîtrise pas, c'est toute la partie industrielle. Et c'est vraiment le travail. Donc, cette montée en MRL, TRL, on est monté. Donc, vraiment, on est vraiment, je pense, aujourd'hui sur du TRL 5.6 sur la partie packaging. Derrière, et par contre, il y a toute cette partie MRL où il va falloir monter en maturité pour arriver à avoir une production volume plus importante. Mais en ce qui concerne aujourd'hui les technologies que l'on peut, enfin les technos possibles d'interconnexion, que ce soit microvia, que ce soit aussi pose de composants sur des couches avec encapsulation résine, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui est maîtrisé en termes de technique. Maintenant, il y a toute la partie industrielle à mettre en place, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Donc à horizon peut-être 2 ans ou... On a besoin d'être supporté parce que tout ça, c'est un coût. C'est vraiment des investissements qui sont très très importants. Donc il y a déjà des investissements qui sont réalisés actuellement sur la densification de circuits imprimés de manière standard, et c'est des équipements très très lourds qui ont été investis, qui nous permet aujourd'hui de diviser par 2 ou de multiplier par 2 la densité, ça dépend de quel point de vue on se place, qui sont déjà installés et en cours de qualification sur le site d'Elvia à Coutances. Et ces équipements-là peuvent bien entendu servir à la fabrication de ces packaging avancés. Donc après, il y a bien sûr d'autres équipements qu'il faudra mettre autour, mais nous on a la volonté d'aller plus loin, de vous accompagner, et on ira à la vitesse que l'on pourra aller, mais on souhaite effectivement répondre assez vite si le besoin est pressant, et du moins être très très réactif sur une montée en volume. Merci. Sur la partie composante, peut-être un point. Alors, étant du Leti, je suis peut-être pas très légitime pour répondre sur la production, mais je voudrais toujours quand même commencer par dire 2 mots. C'est qu'effectivement, ce qu'on a fait au Leti, c'est la preuve de concept du transistor EMT Mise Recess Gate. On a été suffisamment convaincant pour que ST nous demande de transférer sur la ligne pilote qu'ils sont en train de construire à Tours notre flot de fabrication. Donc, ce qui vient du Leti, c'est tout le flot de fabrication du féol. Et en ce qui concerne la production, j'espère bien qu'ST va produire. Je ne veux pas me prononcer pour eux, donc peut-être que quelqu'un d'ST veut dire la timeline, parce que je ne voudrais pas... Philippot, non Philippot. La production des technologies MIS transférées par le Leti vers ST. Au niveau de la production, il y avait une question sur la montée en maturité qui est donc quand est-ce que c'était prévu? Je pense que tu avais déjà partiellement répondu ce matin. Je te laisse rajouter 2 mots si. Ok. Alors, j'avais dit, on est en train maintenant de compléter des essais. On a lancé des lots pour vérifier tous les équipements. Et donc, on compte compléter ça vers la fin de cette année, donc production Q1 2023, grosso modo. Alors, il y avait une question ici aussi. Donc, quelques minutes pour les questions derrière. Presque les dernières questions. Allez-y. Philippe Gratado, Thales. Donc, je voudrais savoir s'il y a des travaux de recherche en cours sur les matériaux magnétiques qui permettraient d'accompagner la montée en fréquence des composants GaN. Parce qu'aujourd'hui, si on veut viser des commutations au-delà du mégahertz, je pense qu'il y aura clairement des limitations liées aux matériaux magnétiques.
Mais je pense aussi que ça a des incidences au niveau CEM, parce que l'efficacité des filtrages aussi vont dépendre des matériaux magnétiques qui vont être utilisés. Alors, je ne sais pas s'il y a des Alors, ce que je peux vous dire au niveau du CEA, là, je vais reprendre une casquette qui est plus... Ça a coupé? Non, c'est bon. Il y a effectivement des équipes au niveau du CEA, notamment des gens des matériaux qui travaillent depuis longtemps en collaboration avec les gens de système sur des matériaux qui accompagnent les technologies wide bandgap et notamment sur les matériaux magnétiques. Donc, c'est plutôt des collègues du LITEN, département des nanomatériaux, mais qui ont déjà des offres et qui, je crois, sont un peu dans un processus de transfert industriel sur une première version de leur technologie. Donc, ils ne sont pas là, ils ne peuvent pas vous répondre directement, mais alors, il y a certainement d'autres laboratoires. Non, mais c'est avec eux qu'on travaille. Les matériaux sont une chose, les technologies de réalisation sont une autre, notamment sur l'aspect capacité parasite et bobinage. Et en gros, avec les technologies développées par le CEA, il faut également faire des composants magnétiques. Donc, il y a toute une partie de dimensionnement de composants qui doit aussi se développer. De la même manière qu'on dimensionne un layout de puissance, il faut dimensionner les composants magnétiques qui vont avec. Avant, éventuellement, pouvoir un jour s'en passer, mais là, il va falloir gagner encore 1 ou 2 décades dans les fréquences de découpage. Il y a une question ici. Oui, je reviens à ma question mentionnée en fin de matinée. On voit qu'il y a toute une chaîne de valeur qui se met en place, qui va nécessiter des montées en compétences de techniciens, ingénieurs, chercheurs en très grand nombre. Est-ce que la France est gréée pour y répondre? L'ingénierie de formation fait partie des missions des IRT ITE. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion? Est-ce qu'il y a des choses à lancer et à co-réfléchir avec les financeurs, les partenaires? On a eu déjà des soutiens de l'IRT pour développer des choses, des objets technologiques pour s'adapter à l'évolution des métiers. Ce qu'on manque aujourd'hui, on en parlait beaucoup au buffet, c'est des bras et des volontés d'étudiants. Donc, s'il y a quelque chose à faire, ça va être beaucoup de communication. Et éventuellement, s'il y a des industriels dans la salle, des efforts au niveau carrière des jeunes ingénieurs, parce que quand on interroge nos étudiants, ils n'ont pas l'impression qu'une carrière technique soit particulièrement enthousiasmante à plusieurs niveaux. Bon, après, je pense qu'il y a quand même un enjeu très fort de société sur à quoi sert mon métier, et se donner du sens, c'est quelque chose qui va devoir être très important. Voilà. Et ça fait partie des choses qu'on travaille dans les projets pour montrer que la technologie d'électronique de puissance peut donner un sens, pas uniquement technologique, mais vraiment sur l'avenir de la planète. Voilà. Je peux mentionner aussi que la PFA a un groupe de travail sur l'attractivité, parce que ça a été effectivement noté comme étant très compliqué d'attirer de jeunes talents sur cette thématique qui est pourtant mentionne l'électrification de la mobilité, qui a des enjeux et des impacts sociétaux importants. Et pourtant, on arrive dans une problématique d'attractivité qui est quand même forte pour accueillir de jeunes talents. Donc, je pense que tous les industriels connaissent ça, et nous le connaissons aussi au CEA. Je ne sais pas, il reste peut-être 1 ou 2 minutes pour les questions. Si vous en avez... Ah, il y en a une ici, là-bas. Une dernière peut-être question? Oui, donc Denis Deschmacher, je suis le directeur de l'IRT Santé du Péry. Au passage, je remercie Hugues et également VDCom pour ce bel événement. Je suis assez passionné par les jumeaux numériques. Alors, j'ai bien entendu l'intervention de Siemens. On peut parler du jumeau numérique au niveau du composant. Je pense que c'était ça le propos. Est-ce que l'ambition est d'aller à la carte, au système de système, voire plus? Et par ailleurs, d'utiliser le jumeau numérique non pas jusqu'à la conception, mais bien au-delà, c'est-à-dire récupérer des éléments, par exemple, de température, éventuellement de voltage, etc., de telle façon à pouvoir alimenter les prédictions de vieillissement. Voilà, merci. Très bonne question. Donc, dans la présentation, j'ai parlé de jumeaux numériques principalement pour la carte.
Alors, ça peut être pour juste le composant, mais c'était pour la carte. Et après, il n'y a pas de limite. Siemens fait des jumeaux numériques pour des usines. Usine de construction de voitures, par exemple. Donc, il n'y a pas de limite. Il y a plusieurs. Enfin, derrière jumeaux numériques, on met tellement de choses que c'est compliqué. Il y a ce que moi j'appelais, quand je faisais ma thèse, la simulation fine. C'est ce qu'on a fait là, c'est-à-dire essayer de reproduire pour la conception des formes d'ondes précises. Je suis assez sensible avec la vision de dire que je récupère des modèles pour faire de la prédiction de vieillissement, ce qui veut dire que ça doit être confronté à de l'acquisition de temps réel de données qu'on confronte avec le modèle et on essaye de voir ce que ça donne. Il y a un élément qu'on n'a pas mentionné aujourd'hui, et je ne sais pas si ça rentre dans la catégorie du jumeau numérique, mais avec le niveau d'intégration qu'il est indispensable de fournir, vu les inductances parasites qu'il faut réduire, on ne peut plus faire de mesures. En fait, on ne peut pas mesurer un courant avec un semi-conducteur, ou alors on perturbe tellement l'environnement que ce n'est pas possible. Donc il y a vraiment une obligation de simulation. Je ne me mettrai peut-être pas forcément en jumeau numérique. Moi, la partie jumeau numérique qui m'intéresserait vraiment, c'est cette confrontation de collecter des données, de vérifier ces données par rapport à des choses qui sont simulées par ailleurs, et de faire de la prédiction d'indicateurs de vieillissement en défaillance. Là, on reste, ceci dit, au niveau d'un petit système. Si on veut aller au niveau des réseaux électriques, là, on passe sur d'autres choses derrière. Non. On va, juste avant la pause, alors, on va profiter que tout le monde est très attentif pour donner la parole à Ennio, qui est le directeur du programme caractérisation de l'IRT, parce qu'il a un événement qui va intéresser les gens, puisqu'on a parlé de tenue aux radiations. Le programme caractérisation de l'IRT Nanoelec est impliqué dans un certain nombre de projets européens et il organise des conférences pour présenter des outils qui sont construits à Grenoble, mais aussi partout en Europe, et il va faire annoncer l'événement en fait qui aura bientôt lieu. Merci, c'est un peu improvisé. Voilà. Merci. Un peu improvisé parce qu'en fait, on a ouvert les inscriptions hier. Grosso modo, pour faire une longue histoire courte, le 4 mai, en virtuel, aura lieu un événement qui s'appelle GIRAD et c'est dédié à la radiation, à l'irradiation, au test des composants électroniques et dans le cadre d'une co-organisation des trois associations. Il y a l'IRT Nanoelec, il y a l'association RADEX et il y a l'initiative RADNext. Donc notre idée, c'est vraiment de dédier cet événement aux industriels pour comprendre quels sont les enjeux et comprendre la meilleure façon dont ils voudraient interagir avec les facilities et pour mettre en face les initiatives qui sont déjà présentes, voir si elles peuvent déjà répondre ou il y a des choses à faire encore. Et je m'arrête, donc vous allez tous recevoir un mail avec le save the date dans lequel vous aurez les liens pour l'enregistrement. J'espère que vous pourrez le faire et que vous serez nombreux. Merci. Merci Ennio.